Donc on va maintenant s'intéresser à la deuxième partie de la vidéo, donc la question du rapport Cass. Et donc ce rapport, on va se remettre un peu dans le contexte, c'est une étude qui a été menée en raison d'un scandale lié à la clinique Tavistock au Royaume-Uni. Donc c'est une clinique qui traitait les mineurs qui souffrent de dysphorie de genre. Et si on va sur un article qui traite l'affaire pour voir un petit peu ce qu'ils en disent, on parle de scandale médical. Et en fait, la question s'est posée de la manière dont étaient traités ces enfants et ces adolescents. Est-ce que les traitements qu'on leur fait subir se basent sur des faits scientifiques, ou est-ce qu'on traite des enfants sans être sûr que ce soit le meilleur traitement pour des jeunes qui sont atteints de dysphorie de genre. On a, comme on l'a déjà vu, comme vous le savez certainement, une modification de la population des enfants et des adolescents trans ces dernières années. C'est mis en avant dans le rapport CAS d'ailleurs. Donc, jusqu'à présent, il s'agissait de jeunes hommes qui souffraient de dysphorie de genre et qui se considéraient comme étant des femmes. Et maintenant, c'est l'inverse, ce sont des jeunes femmes qui pensent être des hommes. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a une surreprésentation des personnes atteintes d'autisme dans les personnes qui transitionnent. Si vous allez faire un tour sur les groupes de personnes autistes, par exemple sur Facebook, vous allez voir que tous les posts sont écrits par des personnes qui se considèrent comme étant trans. Alors, là, si nous n'avions pas ce fait-là, s'il n'est pas appuyé par des données scientifiques, bon, c'est biaisé, bien évidemment. Tu peux avoir un espèce de biais du survivant ou tu peux avoir un biais où les personnes qui postent le plus sont les personnes dysphoriques ou sont considérées comme trans, sans qu'il y ait forcément un lien entre l'autisme et la manière dont on va traiter les gens atteints d'autisme et leur mal-être en leur faisant croire qu'ils sont atteints de dysphorie de genre et que le meilleur traitement c'est de les faire transitionner. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a remarqué dans les milieux depuis un certain temps et qui est corroboré. Donc suite aux critiques contre ces cliniques-là, un rapport a été lancé pour qu'on sache ce qu'il en est concrètement et qui a été mené par le docteur Hilary Cass. Et donc ce rapport et les résultats de ce rapport sont sortis il y a quelques jours. Et il nous informe sur l'état des lieux de la prise en charge des enfants et des adolescents trans au UK. Et ce qui est assez intéressant, puisqu'on parlait de mauvaise foi, voilà, avec notre ami Stéphane qui nous explique que les féministes radicales sont particulièrement de mauvaise foi. Là, on a des critiques qui ont été émises de la part des transactivistes sur le rapport Cass immédiatement après sa sortie, alors que les femmes qui s'intéressaient à sa lecture n'en étaient même pas à la moitié de la lecture du rapport, tellement il est long à lire. Donc le fait déjà qu'on ait des personnes qui prennent la parole pour être aussi vindicatifs contre la méthodologie employée
contre les résultats de l'étude, qui s'opposent aussi frontalement à une étude scientifique, alors que le temps entre la sortie de l'étude et leur critique ne laisse pas la possibilité d'avoir pu lire, comprendre et produire du contenu sur le sujet, c'est déjà un indicateur d'une possible mauvaise foi. Donc si on va sur le site qui nous permet d'accéder au rapport, où on nous explique que cette review a été commissionnée par donc, la National Health Service de nos amis britanniques. Et elle a été commissionnée pour faire des recommandations sur la manière d'améliorer les services d'identité de genre et s'assurer que les enfants et que les jeunes personnes qui se questionnent sur leur identité ou qui subissent de la dysphorie puissent recevoir les meilleurs soins possibles et des soins qui correspondent à leurs besoins, qui sont sécurisés pour eux, qui sont les plus safe possibles et qui sont efficaces. Le rapport décrit sur les jeunes gens qui recherchent un soutien au niveau de la santé autour de leur identité de genre, et il permet d'avoir un état de lieu des approches des cliniques recommandées en termes de santé et de soutien, le soutien qu'ils peuvent attendre dans ce clinique-là, les interventions qui devraient être disponibles et comment les services devraient être organisés dans le pays. Donc en fait, c'est un rapport qui fait des recommandations. Il fait aussi des recommandations sur l'amélioration de la qualité de la recherche, des infrastructures de recherche, afin de solidifier ces soins. Et pour faire ces recommandations, le docteur Cass s'est appuyé sur les preuves disponibles actuellement. Donc vous avez la possibilité de télécharger ce rapport afin de vous faire une idée loin des idéologies des uns et des autres sur l'état de la science concernant la prise en charge des enfants et des adolescents trans. Donc je mettrai le lien bien évidemment dans les sources. Si on parle du contexte de ce rapport, on nous dit que l'exploration de l'identité est un process totalement naturel durant l'enfance et l'adolescence qui généralement n'a pas besoin d'intervention clinique. Mais depuis 5 ou 10 ans, le nombre d'enfants et de jeunes qui sont amenés vers du soutien de santé à propos de leurs questions de genre augmente rapidement. Donc en résultat, en conséquence, ces jeunes personnes attendent plusieurs années pour recevoir du soutien clinique, et pendant ce temps-là, leurs familles sont abandonnées et doivent comprendre par elles-mêmes ou se débrouiller sur leur situation individuelle, sachant que c'est une situation qui est source de challenge et de stress. Bon, je vous fais une traduction qui n'est pas une traduction littérale. Donc c'est pareil dans d'autres pays de l'Ouest, avec des cliniques qui voient le nombre de patients augmenter, mais aussi un changement dans les cas de jeunes personnes qui cherchent du soutien. Donc ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Il y a beaucoup plus de femmes qui maintenant se prennent pour des hommes, en gros, alors que dans les précédentes recherches, on voyait que c'était plutôt des hommes. Et les docteurs se rendent compte que ces jeunes personnes ont souvent d'autres problèmes en même temps que leur question de dysphorie de genre. Donc là, c'est ce qu'on disait aussi,
par rapport à l'autisme dans certains cas, et aussi d'autres problématiques ou pathologies qui peuvent entrer en contradiction avec un diagnostic concernant la dysphorie de genre. Ce rapport cherche à comprendre les raisons de l'augmentation en patient, ainsi que ce changement de type de patient, identifier les approches cliniques qui serviraient le mieux ces populations. Donc pour fournir des preuves sur lesquelles baser ces recommandations, ce rapport a commissionné l'université de York pour conduire une série d'études indépendantes, systémiques, de la recherche qualitative et quantitative pour construire une base de données de preuves. Le docteur Cass a aussi conduit un programme d'engagement envers les jeunes personnes, les parents, les docteurs et d'autres professionnels de santé. Donc là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que le docteur Cass a mis en place une étude auprès de ces populations-là, donc aussi bien les jeunes que leur entourage et que les professionnels de santé, avec notamment, si j'ai bien compris, des entretiens. Et maintenant, si on s'intéresse aux conclusions clés, il n'y a pas d'explication simple de l'augmentation du nombre qui ont une identité trans ou diverse de genre, mais il y a un consensus sur le fait que ce soit le résultat d'interconnexions entre des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Le ratio de ces facteurs sera différent pour chaque personne. Alors, il y a des opinions contradictoires, conflictuelles, à propos des approches de santé, avec des attentes de soins qui vont bien plus loin des autres cas cliniques. Donc si je comprends bien la phrase, en gros, on attend beaucoup plus des docteurs et beaucoup plus rapidement sur la question de la dysphorie de genre que sur d'autres cas de santé. Et donc ça a pour conséquence que certains docteurs ont peur de travailler avec les personnes dysphoriques de genre, malgré le fait que leur cas soit assez proche d'autres enfants et jeunes personnes qui sont présentes dans d'autres services de santé. Donc là, ce qu'on nous dit en creux, c'est qu'il y a des pressions, enfin en tout cas une atmosphère de travail des professionnels de santé autour des questions de genre, de dysphorie, qui rend leur travail compliqué parce qu'on attend d'eux, en termes de type de soins, de rapidité de soins, des choses qu'on ne se permet pas d'attendre dans d'autres pathologies ou dans d'autres prises en charge de soins, ce qui rend leur travail compliqué et qui leur fait même peur. Donc là, ensuite, on a un point qui nous explique que on ne pourrait pas faire un guidelines, on ne pourrait pas faire un livre ou un document avec un ensemble de règles qui puissent être appliquées à tous les cas de santé, enfin toutes les cliniques en Angleterre. On nous explique ensuite que malgré le fait qu'il y ait un nombre considérable de recherches qui a été publiées dans ce domaine, les preuves montrent qu'on a des études de pauvre qualité, des études dont la qualité n'est pas à la hauteur, ce qui signifie que les preuves ne sont pas fiables, sur lesquelles les cliniques basent leurs décisions.
et que ça ne permet pas aux familles et aux enfants de faire des choix éclairés. Donc là, on nous explique que les preuves sur lesquelles les choix en termes de manière de traitement et de suivi des personnes en dysphorie de genre, que ces traitements ne se basent pas sur des preuves solides, que les recherches montrent des biais, quand ils parlent de qualité pauvre, je ne sais pas exactement à quel niveau, mais on peut imaginer que c'est des choses incomplètes ou biaisées. Et donc du coup, les familles et les enfants ne peuvent pas faire de choix éclairés. Et donc les soins qu'on leur apporte actuellement sont basés en fait sur des bases bancales. Et ça, on le verra par la suite dans un autre document que je vais vous partager, où on va voir la manière dont les protocoles sont créés. Donc je me suis rendu compte au montage que je n'ai pas traité justement la question des protocoles et de la manière dont ceux-ci étaient créés. Mais je vous mettrai le lien. Donc en fait, les cliniques, au lieu de baser sur des preuves scientifiques les protocoles qu'ils font suivre aux patients, une clinique A va monter un protocole A, la clinique B va prendre le protocole de la clinique A en disant vu que la clinique A le met en place, c'est que c'est un bon protocole. La clinique B va faire pareil avec la clinique C va faire pareil avec la clinique B en disant ouais, si la clinique B et la clinique A mettent en place ce protocole, c'est qu'il est pertinent. Et la clinique A, lorsque viendra le temps de revoir son protocole, se dira si B et C ont mis en place un protocole équivalent, c'est que c'est bon. Donc en fait, elles vont s'entrelinker les unes les autres, s'entre-sourcer sur la bonne pratique au lieu de se baser sur de la preuve scientifique. Les forces et les faiblesses des preuves sur le soin des enfants et des jeunes personnes sont souvent mal représentées et surconsidérées, aussi bien dans les publications scientifiques que dans le débat social. Donc en gros, les preuves, on leur considère plus de pertinence que ce qu'elles n'ont en réalité. La controverse qui entoure l'utilisation de traitements médicaux a mis le focus, le point d'attention, a éloigné le point d'attention des soins individualisés et des traitements qui devraient s'adapter à chaque individu sur la question des services de santé liés au genre. Le fait la rationalisation du fait d'utiliser des bloqueurs de puberté n'est pas claire. On a des faibles preuves de l'impact sur la dysphorie de genre, sur la santé mentale ou psychosociale. Les effets sur le développement cognitif et psychosexuel demeurent inconnus. Donc là, on nous explique qu'on fournit aux enfants, et aux adolescents tôt dans leur puberté des bloqueurs de puberté, alors qu'on n'a pas de preuves ou des preuves faibles sur leur efficacité dans la question de la dysphorie de genre, et qu'on ne sait pas les effets secondaires en fait sur la cognition et sur le développement psychosexuel. L'utilisation d'hormones masculinisantes et féminisantes sous l'âge de 18 ans présente aussi des inconnus, malgré leur utilisation depuis un certain temps, leur utilisation à long terme, dans les cas d'adultes transgenres, dans la population d'adultes transgenres. Le manque de data, de données sur le long terme, après avoir commencé un traitement à un âge précoce,
veut dire qu'on a des informations inadéquates sur la variété de conséquences pour ce groupe. Les docteurs ne sont pas capables de déterminer avec certitude quel enfant et quel adolescent continuera à avoir une identité trans dans le futur. Donc là, pareil, si je lis entre les lignes, on donne tôt à des patients des bloqueurs de puberté ou des hormones féminisantes et masculinisantes, alors que nous ne sommes pas capables de déterminer lequel de ces enfants restera trans après son adolescence, puisque dans certains cas, des enfants ou des adolescents en dysphorie de genre vont ne plus être en dysphorie de genre après leur adolescence. Ça a été mon cas. Moi, j'étais en dysphorie de genre lorsque j'étais enfant, adolescente, et je ne le suis plus maintenant. Heureusement, j'ai pas subi ces traitements-là, mais ça veut dire qu'à n'importe quel moment, une personne, dans mon cas, aurait pu subir des bloqueurs de puberté et des hormones masculinisantes sans qu'on puisse déterminer dans quel cas se trouve le patient. Pour la plupart des jeunes, le suivi médical ne sera pas la meilleure manière de gérer leur détresse liée à la question de leur genre. Pour ces jeunes personnes, pour lesquelles il faut un suivi clinique, ce n'est pas suffisant de leur adresser ce genre de suivi-là sans s'occuper de la question de leur santé mentale, de leur autre santé mentale et psychosociale. Donc là, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est-à-dire que si on ne prend pas en compte le fait que la personne est autiste ou le fait que la personne, je sais pas, est bipolaire ou voilà, a un autre sujet que la question de la dysphorie de genre, on ne peut pas retirer de l'équation les autres pathologies ou les autres cas de figure que rencontre cette personne-là, et on va la traiter pour une dysphorie de genre, alors qu'on ne sait pas si le fait de régler ou de traiter ou de prendre en charge ces autres sujets ou pathologies aurait un impact sur la question de cette dysphorie de genre. Donc ensuite, on a tout un tas de recommandations et d'overview. Je ne vais pas vous les lire tout de suite parce que la vidéo risque d'être trop longue et trop ennuyeuse. Et on va passer maintenant à la crainte que nous mettait en évidence le Foilier au sujet des féministes radicales. Donc, soi-disant, notre manque d'esprit critique et notre manque et notre présence de mauvaise foi, notre mauvaise foi immuable. Et on va voir la manière dont les transactivistes, qui apparemment n'existent pas, reçoivent un rapport qui met en évidence les limites de la manière dont les jeunes trans ou les jeunes en dysphorie de genre sont traités. Donc voilà, si on va sur Twitter, on voit que on a par exemple là un témoignage d'une femme qui nous dit les transactivistes disent que le Cass Review est transphobe, mais quand j'ai donné mon témoignage, ils m'ont même demandé mes pronoms et ils utilisaient un langage inclusif et surtout, ils ont mis en évidence l'importance d'un soin adapté. D'un soin adapté pour les personnes trans. Le fait que malgré tout ça, le rapport final soit aussi condamnant de la manière dont les jeunes sont traités, devrait vraiment vous dire quelque chose. Donc là, on a un premier commentaire qui est assez éclairant, qui dit je ne pense pas qu'ils aient lu ça, parce que je ne suis même pas à la moitié, et pourtant, j'ai lu, là, j'ai pas exactement l'expression, mais enfin, soit elle dit qu'elle lit à un bon rythme, ou soit elle dit qu'elle a cravaché pour lire, quoi. Donc là, c'était le 10 avril.
Donc ça devait être le lendemain ou le surlendemain de la sortie du rapport. Donc la première personne dit « Je suis à la moitié du rapport et pourtant j'y étais toute la journée ». Et là on a une personne transactiviste, ou en tout cas une personne qui répond, qui lui dit « C'est parce qu'il ne pouvait pas le publier sans le langage inclusif ». Donc en fait elle fait un procès d'intention en indiquant que l'utilisation du langage inclusif n'était pas une volonté des rédacteurs du rapport, mais que c'était une nécessité pour pouvoir sortir leur papier. Le fait qu'il t'ait parlé à toi, mais pas qu'ils aient parlé des transitionneurs, mais pas aux personnes qui sont heureux et heureuses avec leur transition, sauf si tu peux nous prouver l'inverse, c'est un biais clair. Et donc la personne répond « Ils l'ont fait, tu peux télécharger le rapport et vérifier par toi-même ». Et donc elle nous screen une partie du rapport où il y a marqué j'ai parlé à des adultes transgenres qui vivent des vies positives et pleines de succès et qui se sentent bien d'avoir fait cette décision. Et il y a un autre élément ici à prendre en compte. Donc là, on a la personne transactiviste qui nous dit qu'il y a un biais évident. Si, donc déjà, elle fait un retournement de la charge de la preuve, ça serait à cette personne lambda de prouver que le rapport s'est intéressé aux personnes trans qui sont heureuses dans leur transition et non pas à elle de prouver, vu que c'est elle qui fait l'affirmation comme quoi le rapport n'a pas parlé à ces personnes-là, et donc elle n'apporte pas avec elle l'indication qui lui fait penser que le rapport ne s'est pas intéressé aux personnes trans qui sont heureuses de leur transition. Mais il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est le fait que lorsque l'étude a voulu aller plus loin, et notamment s'intéresser aux patients adultes, cette fois-ci, des différentes cliniques. Les cliniques en question n'ont pas voulu leur donner accès à leurs patients. Donc pour s'intéresser non pas cette fois-ci aux trans qui sont heureux de leur transition, mais pour pouvoir mener une étude sur l'ensemble des patients adultes. Là, je dois avoir la source de mes affirmations quelque part par là, donc on va retomber dessus. Mais c'est quand même assez intéressant. Ah bah voilà, c'est juste après. Donc on a un tweet de J.K. Rowling qui bien sûr était on fire sur le sujet puisque c'est son sujet de prédilection et que là c'est une avancée, c'est un rapport très important qui se passe dans son pays. Donc la meuf était bien sûr sur le front. Et ce qu'elle explique, c'est que une des choses qui m'a le plus dévastée et qui m'énerve le plus, c'est le refus des cliniques de genre pour les adultes de coopérer avec le docteur Cass. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi effrayés du suivi de leurs patients ? Et donc la personne dont nous parlions juste avant, dont on a été voir les tweets, répond à J.K. Rowling en lui disant « J'ai spammé de screenshots toute la journée parce que, de toute évidence, les transactivistes n'ont pas l'intention de lire le rapport, mais pour l'instant, donc elle en est à la moitié du rapport, le manque de suivi des patients est apparu plusieurs fois dans le rapport. Et donc elle nous met un screenshot où on lit « L'université de York a aussi porté une revue systématique du résultat des hormones de féminisation et de masculinisation. En tout, les auteurs tirent la conclusion que il y a un manque de recherche de qualité, ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Pas de conclusion pourrait être apportée à propos des effets faits sur la dysphorie de genre, sur la satisfaction de son corps, sur les aspects, sur la santé psychosociale, sur le développement cognitif ou sur la fertilité. Mais des recherches robustes avec un suivi à long terme sont nécessaires. Donc là, on a encore un tweet de J.K. Rowling qui a retweeté Julie Bindel, qui est une rat femme assez connue au Royaume-Uni, qui dit inévitablement ceux qui veulent se mettre en sécurité vont prétendre que les preuves de maltraitance, en gros, c'est pas le terme utilisé, mais harm, c'est de porter atteinte
qui sont contenus dans le Cass Report est une révélation choquante. La vérité, bien sûr, c'est que les preuves ont été là tout du long, et maintenant les gens vont prétendre que c'est une nouveauté et vont tourner leur veste. Donc en gros là, c'est une critique émise par Julie Bindel et suivie par J.K. Rowling sur les personnes de pouvoir qui avaient la possibilité de ne pas soutenir la transition des enfants et des adolescents, qui l'ont fait, et qui maintenant que les preuves du fait que la manière dont on traite ces enfants et ces adolescents ne soit pas la meilleure et puisse causer plus de mal que de bien, maintenant qu'on a ces preuves-là, ces personnes vont retourner leur veste. Donc là, on a un article sur le sujet où on a cette fois-ci les cliniques de genre, mais pour les adultes, puisque comme on l'a vu, le Cass Review s'intéresse aux enfants et aux adolescents. Donc les cliniques transgenres pour les adultes sont face à une enquête du type de la revue Cass sur la manière dont ils traitent leurs patients. Après que des lanceurs d'alerte ont émis des inquiétudes sur le soin qu'ils apportent. Alors les services de santé anglaises ont annoncé qu'ils mettent en place une étude sur comment les 7 spécialistes, après que des personnes qui travaillent là-bas, ont partagé de fausses informations durant une enquête préalable. En première étape, le service de santé anglais va envoyer des experts dans chaque clinique pour rassembler des évidences sur la manière dont ils soignent les patients pour aider à guider la direction de l'enquête. Cette manière de procéder suit la publication ce mercredi du rapport du docteur Cass qui a recommandé des changements dans la manière de traiter les moins de 18 ans qui subissent la dysphorie de genre. Donc là en fait on nous explique, c'est un article qui nous explique qu'on va s'intéresser cette fois-ci aux adultes maintenant qu'on s'est intéressé aux cliniques et la manière dont ils traitent les enfants. Donc Mermaids, qui est une association qui supporte les personnes trans et non-binaires et les enfants en dysphorie de genre. Je mets entre guillemets qui supportent ces personnes-là parce que lorsqu'on pousse des personnes à avoir des soins qui ne sont pas adaptés et qui ne sont pas basés sur des preuves, on ne peut pas dire qu'on soutient ces personnes. Mais bref, Mermaids a bien reçu le Cass Report et a considéré que ce rapport reconnaissait que le système actuel laissait les jeunes trans, n'était pas à la hauteur pour les jeunes trans. Sauf que Mermaid va dans le sens du fait de faire transitionner les enfants. Donc ça semble particulièrement hypocrite de leur part. Mais un porte-parole a ajouté nous sommes inquiets que certaines des indications dans le rapport soient mal interprétées et puissent être utilisées pour justifier des barrières additionnelles à l'accès aux soins pour les jeunes trans. Donc voilà, donc du coup Mermaid prétend être du côté des connaissances scientifiques et du coup accepter les résultats de ce rapport qui met en évidence que la manière dont on s'occupe des jeunes trans n'est pas adaptée, tout en regrettant que potentiellement les résultats de ce rapport puissent amener des enfants à ne pas être traités pour leur dysphorie de genre de la manière dont eux souhaiteraient qu'ils soient traités, parce que c'est ça en fait qu'ils disent quand ils disent mettre des barrières à l'accès aux soins, mais quel accès aux soins ? Justement, le rapport Cass met en évidence le fait que le fait de donner des bloqueurs de puberté ou des hormones à des enfants ne soit pas adapté. Donc ça, c'est pas des barrières aux soins. Le rapport souhaite qu'on traite
ces personnes de manière adaptée, c'est-à-dire, comme on l'a dit, qu'on s'intéresse à tous les à-côtés de la dysphorie de genre et des difficultés psychosociales qu'ils peuvent rencontrer. Et là, on nous dit, ah ouais, mais du coup, ça va mettre des barrières aux personnes trans, elles pourront plus avoir accès aux soins. Bah ouais, mais sauf que ce qu'elles avaient accès jusqu'à présent n'était pas forcément des soins. C'est justement ce que met en évidence le rapport. C'était pas forcément des soins. C'était pas forcément adapté à leur situation. On n'avait pas de preuves sur l'innocuité de ce qu'on donne à ces enfants-là, sur les conséquences, sur leur développement psychosexuel. Mais on regrette que maintenant on va mettre des barrières aux enfants. Ah, et donc dans la suite de cet article-là, on a des éléments assez intéressants. Justement, je vous avais parlé un petit peu plus tôt de la non-coopération des cliniques. On avait vu un tweet de J.K. Rowling, mais bon, ça ne constitue pas une preuve. Mais là, dans cet article-là, on nous répète bien que 6 des 7, je sais pas comment on dit, je sais pas si ce sont des cliniques ou des organisations de santé, mais bref, n'ont pas coopéré. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas donné la possibilité au docteur Cass d'avoir accès aux patients qui sont suivis dans ces cliniques-là, de manière à ce qu'elles puissent faire de la même manière que pour les jeunes, un état des lieux des adultes trans, un suivi des adultes trans, savoir à échéance de 5 ans, de 10 ans, comment se sentent les personnes, comment ont évolué les personnes, qu'est-ce que la transition a apporté dans leur vie. Elle ne peut pas faire ce travail parce que 6 des 7 organisations n'ont pas coopéré, n'ont pas donné accès à leurs patients. Le service de santé anglais a indiqué que si ces organisations ne donnaient pas les détails dont ils ont besoin pour leurs études, donc les informations sur leurs patients, ils vont devoir se résoudre à utiliser des manières coercitives d'accéder à ces données-là. Voilà, pareil, je ne vais pas lire l'ensemble de l'article, mais je vais vous mettre le lien dans les sources. Donc là, on a une personne sur Twitter qui met en évidence des screenshots de réactions de personnes transactivistes. Donc on va voir si les personnes transactivistes qui n'existent pas sont de bonne foi ou pas. Donc là, cette femme nous dit « Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas rire ». Stonewall a finalement récolte ce qu'il a semé. Stonewall a dit aux gens que demander des preuves, c'est de la bigoterie. Regardez les conséquences. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'elle dit ça ? Parce que dans les milieux transactivistes, lorsqu'on ne serait-ce que se questionne sur l'idéologie qu'on essaie de nous faire avaler, on se prend une violence assez conséquente dans la tête. Au minimum, être traité de bigot et de transphobe. On nous attaque le plus violemment possible pour qu'on rentre dans le rang. Donc j'ai été transactiviste pendant 5 ans, donc je sais comment ça se passe. C'est certainement pour ça d'ailleurs que je suis tombée dans cette secte-là. C'est parce que lorsque j'ai essayé de poser des questions ou de remettre en cause ce qu'on me disait concernant les personnes transidentifiées, concernant la transition, j'avais face à moi une colère, une violence tellement importante que je me disais que je ne pouvais que être en tort sur ce que je croyais. Et donc
il fallait que je me plie à ce qu'on me disait de croire. Et donc du coup, là on a donc sur un Reddit de transgenres du Royaume-Uni, un titre qui dit Stonewall supporte le cast review, les conclusions du cast review, et on a une personne transactiviste qui nous dit Stonewall a été considérablement lent pour se lever, pour nous soutenir dès le départ. Ce n'est pas une surprise qu'ils saisissent la moindre opportunité pour nous jeter par-dessus bord de nouveau. Oui, bien sûr. Si le choix est soutenir les trans et mettre des efforts dans le fait de soutenir les trans ou les jeter et continuer à sucer les LGB. Et on a une autre personne qui répond étant quelqu'un qui travaille, qui est bénévole en partie avec Stonewall, je suis abasourdie. On dirait qu'ils ont jeté les trans sous le bus complètement. Et donc du coup, je vais faire autre chose de mon temps libre, qu'ils aillent se faire foutre. Donc là, on a en fait des personnes trans qui, lorsque une organisation prend un avis mesuré, déjà prend le temps de la réflexion, on considère qu'ils sont particulièrement lents, qu'ils auraient dû, sans même se poser la question, soutenir les personnes trans, et dans leur vocabulaire, soutenir les personnes trans, c'est soutenir des soins les plus rapides possibles qui vont dans le sens de ce que les patients veulent, et non pas des soins basés sur des preuves scientifiques qui sont efficaces pour ces populations. Et donc du coup, si une organisation prend un peu de temps pour réfléchir, pour lire un rapport, lire des conclusions et prendre en compte les preuves scientifiques, eh bien pour eux, c'est que cette organisation abandonne les personnes trans et qu'elle peut être traînée dans la boue. Et donc, ce qu'ils attendaient de cette organisation, c'est qu'elle ne réfléchisse pas en fait, et qu'elle suive ce que certains de ses membres veulent sans s'interroger sur le bien fondé des soins qui sont mis en place pour des enfants et des adolescents. Donc voilà, là, dans la première partie de la vidéo, on a abordé la question de la mauvaise foi, on a abordé la question de la secte, puisque Stéphane nous explique que la Radfémie serait une secte. Là, on a quand même un comportement qui fait penser à de la dérive sectaire. Donc là, on a une autre personne qui nous dit je suis heureux de voir que cette organisation dont depuis des années j'ai dit qu'ils avaient été de notre côté juste pour ne pas être cancel, en gros, pour to stay relevant, pour rester dans le vent, nous jette sous le bus dès qu'ils ont assez de personnes pour les soutenir dans le fait de nous jeter sous le bus. Rappelez-vous de ce moment la prochaine fois que vous verrez des personnes de Stonewall qui veulent notre support, qu'ils aillent se faire foutre. En plus, j'ai juste lu la communication de Mermaid. On a le sentiment que ils combattent tous les deux le TERF, donc TERF bien sûr, trans exclusionary radical féministe. This report is bad. Let's watch with popcorn while the lefty trans people have a meltdown. Won't that be funny? Donc en gros, ce que dit cette personne, c'est que le rapport, elle considère qu'il est mauvais, que c'est pas de la bonne science. On n'a bien sûr pas de preuves ou pas de raison pour lesquelles ce rapport serait de la mauvaise science. Et elle nous dit, voilà, les deux organisations qui doivent défendre les personnes trans
s'amuse du fait de voir les trans avoir un meltdown. Donc pareil, là c'est du procès d'intention, ça se base sur rien. Donc là on a un autre utilisateur de Twitter qui nous dit, si vous avez envie de rigoler, allez voir les citations qui répondent aux tweets de Stonewall. Et cette organisation est dévorée par ses propres enfants. Et donc du coup là on a encore des personnes transactivistes qui se plaignent que Stonewall ne les défende pas de manière voilà, en allant à l'encontre des preuves scientifiques. Donc si vous n'allez pas soutenir les trans aujourd'hui, parmi tous les jours, enfin voilà, aujourd'hui particulièrement, alors à quoi servez-vous? Au moins le insulte sexiste qui a écrit le Cass Review, donc là il insulte directement le docteur Cass, hein, a eu la décence de nous attaquer par devant, de nous planter par devant. Donc là, on a de l'insulte, hein, mange de la merde, inutile, mercenaire. Changez votre nom, vous ne méritez pas d'être associé à Stonewall. Et Marsha, qui, selon leur idéologie, selon leur narratif, serait un homme transidentifié, donc eux ils disent femme trans, qui aurait jeté la première pierre lors des événements de manifestations qui ont conduit à l'avancée des droits LGB aux États-Unis. Donc Marsha, vous aurez jeté une brique. Là, on a eu un autre utilisateur qui dit Stonewall, qui va dans le sens du Cass Review, ont du sang sur leurs mains. Là, on a un autre utilisateur, certainement, qui dit je suis sans voix, qu'est-ce qui se passe donc? Donc, apparemment, c'est très improbable qu'une organisation prenne 2 secondes pour réfléchir au lieu de soutenir aveuglément une idéologie qui fait fausse route. Comment le groupe de droit pro-LGBT n'a pas rejeté un rapport transphobe fait par des anti-trans qui sont pour la thérapie de conversion, donc on a envie de dire source, qui rejette 90% des preuves disponibles. Voilà, donc là, cet utilisateur, vu que le rapport scientifique, encore une fois, hein, va pas dans le sens qu'il voudrait que ça aille, considère que c'est un rapport transphobe. La science est transphobe. Donc on va s'intéresser cette fois-ci directement à ce qu'a dit Stonewall. Là on a vu les réactions outrées des transactivistes, mais que dit l'organisation elle-même? Le Cass Review, donc le rapport Cass, un rapport indépendant sur le soin lié au genre pour les jeunes et les enfants, a été publié aujourd'hui, après 4 ans de recherche. On sait que des éléments de ce rapport et la manière dont ça a été couvert par les médias peut inquiéter pour les enfants trans et les jeunes et les personnes qui tiennent à eux. Ce qui est important, au-dessus de tout, c'est que les personnes trans et diverses du genre, ce qui ne veut rien dire, mais bon, et les enfants diverses du genre, et la qualité de soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Et donc là, on est tout à fait d'accord avec Stonewall. Ce qui est important, au-delà des fractures idéologiques, c'est que les personnes qui se retrouvent dans un état de détresse, donc par exemple qui ont de la dysphorie de genre, aient des soins adaptés à leurs besoins et qui sont en adéquation avec ce qu'ils méritent, avec la bonne manière de prendre en charge ces personnes. Le rapport Cass joue un rôle vital dans le fait d'atteindre ce but, et ses recommandations, si ces recommandations sont correctement
pris en compte. Beaucoup de recommandations pourraient avoir un impact positif, comme le fait d'étendre les soins de santé en changeant d'un seul service à une série de centres régionaux, tout en reconnaissant qu'il y a plusieurs manières de traiter, j'avais le terme tout à l'heure, plusieurs protocoles de soins, voilà, c'est plutôt ça que je cherche comme terme, que les enfants trans et les jeunes pourraient avoir accès. Mais sans bons soins, sans entraînement et capacité dans le système, ça pourrait mener vers des nouvelles barrières qui empêchent les enfants et les jeunes d'accéder aux soins adaptés. Mais encore une fois, ces soins sont-ils adaptés ? Le rapport nous explique que pas forcément. Nous demandons à l'organisation de santé anglaise et aux politiciens, policymakers, nous demandons aux personnes qui en ont la responsabilité de lire et de digérer le rapport en entier et de considérer le souhait du docteur Cass, de se souvenir des enfants et des jeunes qui essayent de vivre leur vie et des familles, des docteurs qui font de leur mieux pour les soutenir. Tout le monde devrait être traité avec compassion et respect. Ouais. Et compassion et respect, c'est pas de donner n'importe quoi sous prétexte d'idéologie à des patients. Nous allons publier une analyse approfondie du case review, des questions qui se posent, plus tard dans la journée. On envoie de l'amour à la communauté trans, prenez soin de vous, machin. Donc, en plus, le communiqué de Stonewall, on ne peut pas dire que ce soit un communiqué de TERF, même si on adhère à l'idéologie transactiviste, on ne peut pas dire que les mecs soient particulièrement énervés contre les personnes trans. On ne peut pas dire qu'ils retournent leur veste de manière incroyable. Ils disent juste ok, il y a un rapport qui a été publié, il y a des recommandations suite à ce rapport-là, on va prendre le temps dans la journée d'analyser ça, il y a des bonnes idées, pourquoi pas, on va y réfléchir. Les mecs sont pas en train de dire ok, on est d'accord avec le fait d'arrêter de donner du poison aux jeunes trans en interdisant toute hormone féminisante ou masculinisante et tout bloqueur de puberté. Ils n'en sont pas là, les mecs. Et pourtant, ils se prennent un retour de flamme de la communauté trans très important. Et là, on a, en réponse à ce communiqué mesuré de Stonewall, The case review can play a vital role. Donc là, il cite une partie de la communication. Là, il dit « Mettre en place les recommandations va grandement porter atteinte aux personnes trans, en particulier les enfants et les jeunes. Ce rapport est une honte. » Donc, on a toujours ce narratif de si on ne va pas dans le sens des transactivistes, alors on souhaite activement, soit on souhaite procès d'intention, soit il y a pour conséquence le fait de porter atteinte aux personnes trans. La personne ne source pas, n'argumente pas, Elle dit juste mettre en place les recommandations va porter atteinte aux personnes trans. Des recommandations basées sur des preuves scientifiques, sur le fait que la prise en charge de santé actuelle n'est pas adaptée. Donc là, on a une personne qui nous dit « J'adore l'idée du fait d'avoir une leçon de méthodologie de la part de personnes qui pensent que l'identité de genre existe. » Où effectivement, en termes de bonne foi, en termes de méthodologie,
on a vu mieux que une idéologie basée sur le fait qu'on puisse naître dans un mauvais corps. On a un article Transactiviste qui a été publié 2 jours après la sortie du rapport, hein, donc comme quoi les mecs sont particulièrement HPI, là, ils ont travaillé extrêmement vite pour pouvoir lire, digérer et faire une critique d'un rapport qui vient de sortir. Et donc il nous explique que c'est de la mauvaise science et que ça ne devrait pas être pris au sérieux par les personnes qui font les lois. Et donc si on lit cet article, je ne vais pas vous faire toute la lecture parce que ça sera extrêmement ennuyeux, mais je vous mets la source. Hein. Mais il nous dit que la méthodologie est biaisée, mais il ne nous explique pas de quelle manière. Il nous dit juste que si on prenait en compte les recommandations et les éléments qui ont été repérés comme ne convenant pas en termes de preuves attendues pour mettre en place les traitements auprès des jeunes, dans ce cas-là, nous invaliderions les 3/4 des traitements existants, utilisés pour les enfants. Même si c'était le cas, est-ce que ça signifierait qu'il faut conserver un traitement dans un cas précis qui n'est pas bon parce que les petits copains d'à côté font pareil? Est-ce que si un traitement qu'on donne pour une condition est mauvaise, on peut s'en défendre en disant « Ouais, non mais attends, pour les autres conditions, les mecs ils font pas mieux. Hein. » Si on réfléchit de la manière avec laquelle ce billet de blog veut nous inviter à réfléchir, on n'avance pas en fait. Là on nous dit que donc l'une des recommandations qui est de ne pas traiter les gens avant l'âge de 25 ans est basée sur une manière contestable de comprendre le développement du cerveau, puisque le développement du cerveau qui se terminerait à 25 ans aurait été débunké. Et là on a quelque chose, on a une manière de présenter l'information qui est assez intéressante. On a un lien dont la partie visible du lien a été relabellisée, afin que le lien soit derrière le mot debunked. Dans les autres cas, lorsqu'ils nous mettent des liens, c'est des numérotations qui nous amènent en bas de page aux sources, où là on a l'URL en entière. Donc on sait où on va atterrir, on a le titre on a le titre du site, on a l'URL du site, et on a le titre de l'article ou du contenu, du contenant du texte qu'on s'apprête à lire. Pour la question du cerveau à 25 ans, c'est derrière le mot debunked. Et en fait, quand on clique dessus, on arrive sur un article de Slate. Donc déjà, on n'arrive pas sur un article scientifique. Et on arrive sur un article de Slate, pour l'avoir lu, qui en fait ressemble au pote un peu condescendant en fin de soirée, pour lequel, si vous faites une affirmation un peu approximative, elle va arriver et vous dire « actually » et vous renuancez ce que vous avez dit sans apporter en fait beaucoup plus de compréhension au sujet, mais juste au lieu de faire un raccourci, ce qu'on est tous obligés de faire, puisque quand on discute ou quand on affirme quelque chose, on ne ressort pas 25 articles scientifiques qui donnent toute la compréhension du sujet. On est obligé de raccourcir un petit peu les choses et donc du coup de faire des approximations du résultat d'une étude par exemple. Et là, le pote un peu condescendant, il va arriver en disant « mais non, c'est pas tout à fait ça, en fait c'est... » Et ça change absolument rien à la compréhension globale, mais il a ajouté son petit grain de sel. Et bien cet article de Slate, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ils ne nous disent pas que 25 ans n'est pas pertinent pour parler du développement du cerveau humain. Ils nous expliquent que le cerveau humain continue un peu toujours à se développer, que 25 ans c'est une moyenne, et que lorsque des gens ont l'impression d'avoir vécu un shift à 25 ans,
ça peut être dû à d'autres critères sociaux que le développement de leur cerveau en lui-même. L'article ne nous apporte pas d'éléments de compréhension, du coup, sur la recommandation qui a été mise dans le rapport CAS. Le fait que le cerveau continue à se développer après 25 ans va pas dans le sens de, du coup, donner des hormones à des enfants ou à des jeunes personnes dont le cerveau n'est pas développé. Ça serait plutôt l'inverse. Et en plus, là, on nous parle du cerveau dans sa globalité. On ne nous parle pas des zones qui vont nous intéresser dans le cas de la prise de décision, par exemple, pour la prise d'un traitement qui va altérer à vie notre corps. Donc là, en fait, on a un biais d'opinion. On nous explique qu'un rapport scientifique est biaisé pour au final nous donner comme preuve de ce biais de cet article scientifique, de ce rapport scientifique, on nous donne une opinion de l'auteur sur le fait que le fait d'être trans est en fait une facette naturelle de la diversité humaine. Basée sur quoi? On ne sait pas. Donc il nous dit ici, les personnes trans doivent avoir un accès en tout temps de soins de haute qualité, mais on ne pense pas que des thérapies exploratoires qui sont considérées comme des thérapies de conversion, qui ont pour but de décourager les personnes trans d'exercer leur liberté de transitionner, soient des soins de qualité. Donc là, on nous explique que un traitement qui va avoir comme conséquence des changements irréversibles dans le corps des individus, on ne doit pas s'assurer en amont que ces individus ont bien besoin de ces traitements-là, parce que sinon, ça serait faire de la thérapie de conversion. Donc thérapie de conversion, pareil, Stéphane nous parlait de panique morale, c'est un élément de langage qui est utilisé très régulièrement par les transactivistes, où on nous explique que si on essaye de faire en sorte qu'un individu vive en paix avec son corps, sans détresse mentale, on fait de la thérapie de conversion. Alors que si on modifie son corps avec des hormones, avec des opérations, là par contre on le soutient corps et âme, quoi. Corps et âme littéralement, puisqu'il pense à l'existence de quelque chose qui serait en dehors du corps. Et on parle dans cette phrase, donc déjà on fait un procès d'intention, on dit que ces thérapies exploratoires auraient pour but de décourager les jeunes trans, et on nous dit qu'il y aurait une liberté de transitionner. Sauf qu'on parle de prise en charge au niveau de la santé. Donc la liberté de transitionner, c'est comme ma liberté à prendre des antibiotiques. Ça veut rien dire. Soit les antibiotiques sont adaptés aux besoins que j'ai à un moment donné, avec une santé donnée, basée sur des preuves, soit c'est pas le cas. Mais j'ai pas une liberté de prendre des antibiotiques ou une liberté à quelconque protocole de soins qui n'est pas considéré comme adapté à ma situation par un professionnel de santé. Et donc du coup, cette organisation transactiviste appelle les LGBT, les academics, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, les professeurs, enfin les savants, les alliés trans, partout, à dénoncer ce rapport, ses recommandations et ses biais anti-trans dans sa méthodologie. Ils appellent des personnes qui certainement n'ont pas lu ce rapport, basé sur un biais qui ne nous explique pas en quoi réellement la méthodologie serait biaisée,
à dénoncer massivement un rapport scientifique. Donc là, on nous explique aussi que les personnes trans ont été empêchées de contribuer à cause des biais, mais que les anti-trans ont été invités à donner leur avis. On a vu que ce n'était pas fondé. Partout, on nous explique que le docteur Cass aurait mis de côté 95% des preuves concernant les traitements sur lesquels elle nous met en garde. Et là encore, j'ai trouvé pour l'instant aucune source qui explique ce qu'on veut dire par là. Et là, on nous met toujours cette même marotte sur le fait que si on questionne l'idéologie transactiviste, si on fait des recherches sur le sujet, si on s'interroge, alors on veut tuer des personnes trans. On veut, on l'a vu précédemment, leur causer du tort, mais là, on nous explique que ça coûte déjà des vies, qu'on a 3 jeunes personnes, que la personne qui poste connaît 3 jeunes personnes qui se sont suicidées l'année dernière à cause de l'approche du Royaume-Uni sur la manière de traiter les adolescents trans. Donc voilà, on ne sait pas dans quelles conditions les 3 personnes dont elle nous parle auraient mis fin à leur vie. Il essaye de nous convaincre que c'est parce que le parcours de soins n'était pas celui qu'il attendait. Donc en fait, si on doit donner ce protocole, mettre en place ce protocole pour ces adolescents, c'est pas parce qu'il est adapté à leurs besoins, mais c'est parce qu'on nous fait du chantage au suicide.